conférence table ronde mathématiques innovantes, réseau et structure dynamique, le 22 mai 2012 à Paris. Eh bien, merci beaucoup pour l'invitation. Donc ici, je vais vous parler de la théorie de la relativité d'échelle. Il s'agit donc d'une théorie qui est une extension des théories de la relativité déjà existantes et qui est basée sur des principes premiers. Le principal principe, c'est le principe de relativité, mais qui est associé au principe de covariance et d'équivalence. Donc le principe de relativité, c'est le principe suivant lequel les lois fondamentales de la nature doivent être valides quel que soit l'état du système de coordonnées. Et le principe de covariance, c'est la traduction physico-mathématique de ce principe, au sens où on va regarder les changements de système de coordonnées et va imposer que les lois de transformation dans ces changements gardent la même forme. Et ce principe est lié à des principes qui sont des principes méthodologiques. C'est l'outil qui va permettre de mettre en œuvre le principe de relativité. C'est essentiellement le principe de moindre action qui devient principe géodésique dans le cadre d'une théorie de la relativité et lié aux lois de conservation. Dans le cas de la relativité d'échelle, eh bien, cette théorie de la relativité démarre sur en fait un abandon d'hypothèse, sur une extension. C'est un point vraiment important de comprendre qu'en physique, très souvent, effectivement, on essaie de comprendre les choses à partir d'une hypothèse, c'est-à-dire qu'essayant de comprendre quelque chose, on va supposer autre chose. Si on peut démontrer que l'un est la conséquence de l'autre, on dit qu'on a compris. Mais il y a également une autre approche plus générale de la physique qui a été en fait, on pourrait dire, inventée par Einstein, qui était déjà un peu chez Galilée, chez Newton, mais c'est essentiellement Einstein qui l'a mise en œuvre le premier. C'est une approche par laquelle, au lieu de rajouter une hypothèse au postulat déjà existant, eh bien on enlève certains de ces postulats. Et cet abandon d'hypothèse, en fait, permet de faire des généralisations. Le cas de la gravitation est un cas vraiment très très clair d'une situation comme celle-là, puisqu'on sait depuis Einstein que la gravitation, c'est les manifestations de la courbure de l'espace-temps, c'est-à-dire de sa non-platitude. Il est bien évident qu'on ne peut pas obtenir une compréhension comme celle-là à partir d'une hypothèse supplémentaire. C'est au contraire en abandonnant l'hypothèse précédente que l'espace était euclidien ou minkowskien qu'on arrive à comprendre ce que c'est que la gravitation, parce que la gravitation, c'est la manifestation d'une très très grande généralité. Eh bien, en relativité d'échelle, on fait la même démarche, c'est-à-dire qu'on va se demander, mais qu'est-ce qu'on a en trop pour comprendre la mécanique quantique, qui est une théorie purement axiomatique, mais qui, jusqu'à maintenant, n'était pas fondée sur des principes premiers. Et l'idée que j'ai commencé à développé à la fin des années 70, en 79-80, c'est que la mécanique quantique, tous ces phénomènes quantiques, sont la manifestation de la fractalité et de la non-différenciabilité de l'espace-temps. Non-différenciabilité, ça veut dire en gros que l'espace-temps reste un continuum, c'est un point important, mais qu'on n'est pas obligé de faire l'hypothèse, comme on le fait ordinairement, que les fonctions sont une fois et deux fois différenciables. Les notions de vitesse et d'accélération au sens ordinaire n'ont pas de raison, il n'y a pas de raison ni théorique ni expérimentale pour soutenir que ça existe dans tous les cas. Maintenant, que faire dans un cas comme celui-là, où on n'a plus de vitesse et d'accélération au sens ordinaire? Eh bien, en fait, on peut démontrer le théorème suivant lequel une fonction, et plus généralement un espace, qui est continu mais non différenciable, est automatiquement dépendant de l'échelle. Il y a une dépendance d'échelle explicite. Et deuxièmement, quand l'intervalle d'échelle tend vers 0, ou on peut dire la résolution, eh bien, les grandeurs qui caractérisent cette fonction, en particulier la longueur d'une courbe, par exemple, continue, eh bien, divergent quand la résolution tend vers 0. Donc c'est cette double caractéristique qui est la base de la relativité d'échelle. Au lieu d'avoir une situation dans laquelle on avait une fonction f de x dépendant d'une certaine grandeur x, on va avoir une sorte de troisième strate dans la description physico-mathématique, c'est-à-dire que ma coordonnée x va dépendre explicitement des résolutions epsilon, et donc mes fonctions x vont être des fonctions de x et de epsilon. Conclusion, au niveau de l'outil mathématique, c'est toujours le même, c'est le calcul différentiel. Le point essentiel de la relativité d'échelle, c'est qu'on peut décrire des fonctions non différenciables avec du calcul différentiel. Comment est-ce possible? Eh bien, tout simplement parce que ici, il y a un problème de vocabulaire.
C'est-à-dire que non différenciable, on pourrait dire non dérivable, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas différencier. La différenciation, c'est-à-dire la capacité dans un espace X de définir un petit intervalle dx, eh bien ça repose sur la continuité. Et quand on parle de non-différenciabilité, ce qui se passe, c'est qu'ayant défini un intervalle dt, par exemple de temps, un intervalle d'espace dx, le rapport dx sur dt, quand dt tend vers 0, n'existe pas. C'est ça la non-différenciabilité, mais ceci ne veut pas dire que dx ou dt n'existent pas eux. dx et dt existent, la limite dx tend vers dt n'existe pas. La relativité d'échelle, c'est vraiment de dire, eh bien on va garder le calcul différentiel tel qu'il est, mais simplement on ne prendra plus la limite. Vous voyez, au lieu de dire je regarde tout ce qui se passe quand dt tend vers 0, et je garde toute l'information de tout ce qui s'est passé quand dt tend vers 0. Ça, c'est la méthode de relativité d'échelle. Dans la méthode de différentiable ordinaire, on abandonne toute l'histoire et on ne regarde que ce qui se passe quand dt égale 0, quand on prend la limite. Vous voyez que ça, c'est une généralisation dans laquelle, en fait, on ne perd rien et on gagne tout. Pourquoi on ne perd rien? Parce que si la limite existe, on la récupère. Elle fait partie de cette histoire. De l'histoire du zoom quand dt tend vers 0. Si la limite quand dt tend vers 0 n'existe pas, aucun problème, on a un infini, mais on connaît toute l'histoire de ce qui se passe quand dt tend vers 0. Donc voilà la méthode. Maintenant, évidemment, avoir des fonctions explicitement dépendantes d'échelle, il y a un foisonnement de possibles qu'il faut contraindre, de possibles, disons, mathématiquement, qu'il faut contraindre physiquement. Et la contrainte physique qu'on va rajouter, c'est le principe de relativité. Principe de relativité qui, appliqué aux échelles, consiste à remarquer, c'est d'abord un constat, un fait physique fondamental imprescriptible, que de même que la position ne peut jamais être définie de manière absolue, de même que le mouvement ou la vitesse ou l'accélération ne peuvent jamais être définis de manière absolue, que l'orientation ne peut jamais être définie de manière absolue, toutes ces grandeurs, position, orientation, vitesse, accélération sont toujours définies par des différences. Eh bien, les échelles, il en est de même, mais là, il y a quelque chose de particulier qui apparaît. Dans le cas des échelles, ce n'est pas des différences, ce sont des rapports. Mais en fait, quand vous essayez de caractériser une échelle, quoi que vous fassiez, vous ne trouverez jamais d'échelle absolue. Vous êtes toujours obligé de les caractériser par un rapport. Ça se voit tout simplement d'une manière triviale dans la nécessité d'utiliser des unités. Si je vous dis, voilà une échelle caractéristique de 1,50 m, eh bien j'entends par là que cette échelle est dans un rapport 1,5 par rapport à une unité que j'ai appelée 1 mètre. Mais je suis obligé de définir l'unité, de définir le rapport entre l'intervalle d'échelle et l'unité. Et ceci est extrêmement général. Donc il n'y a pas d'échelle en soi, il n'y a que des rapports d'échelle. Et sur la base de ce constat, eh bien, on peut ériger ça en principe et donc poser que les lois de la nature doivent être valides quel que soit l'état d'échelle du système de coordonnées, au sens où ce qu'on fait là, c'est d'attribuer à l'échelle, de donner à l'échelle un statut plus profond et plus général. On sait déjà, par exemple en mécanique quantique, que les résultats de mesure dépendent explicitement de la résolution de l'appareil de mesure, mais ça reste une question de théorie de la mesure. Là, l'idée, c'est de dire, mais non, cette résolution avec laquelle on fait la mesure, c'est une variable qui caractérise l'état du système de coordonnées au même sens que la position, l'origine, que l'orientation et que le mouvement. Donc à partir de ça, on est amené naturellement à utiliser des méthodes qui sont les fractales au niveau géométrique, de même que la relativité générale d'Einstein est mise en œuvre géométriquement par les espaces courbes. Eh bien la relativité d'échelle, cette non-différenciabilité, cette continuité, va être mise en œuvre par en fait la notion de fractal, c'est-à-dire d'objets, de structures, de géométrie explicitement dépendantes de l'échelle et divergentes quand l'échelle tend vers 0. Évidemment, ici, on entend les fractales en un sens plus général que le sens auquel elles ont souvent été réduites, qui est celui de self-similarité. La self-similarité n'est qu'un cas particulier. Voilà ici un exemple, par exemple, de la différence qu'il y a entre le point de vue ordinaire sur les fractales, où ici, par exemple, c'est la courbe de Van Cork que vous connaissez tous. Elle est construite par vraiment un générateur qui est formé de 4 segments de longueur 1/3. Vous réappliquez le générateur, etc. Ça, c'est un cas particulier, self-similaire. Et dans une description ordinaire, la longueur est multipliée par P sur Q, par 4/3 à chaque étape. Et donc, on va dire la longueur est infinie. Donc là, on tombe sur un problème, dit comme ça, vu comme ça. La longueur d'un fractal est infinie, on a perdu l'outil.
Le point de vue de la relativité d'échelle, c'est de ne pas me placer sur le fractal limite, mais de garder toute l'histoire. Et donc, on va constater qu'à chaque étape, eh bien, on a défini cette courbe fractale à une résolution qui est donnée par en fait, la taille du segment, c'est-à-dire Q puissance moins n, où Q est égal à 3 ici. Et donc, je peux maintenant, à chaque étape, mesurer la longueur, calculer la longueur en fonction de cette grandeur Q, et je trouve que la longueur est L0 lambda sur epsilon à la puissance df moins 1, où df c'est log P sur log Q, c'est la dimension fractale. Et donc, ce qui était un énoncé qui est c'est infini, on ne peut rien faire, est devenu un énoncé différent dans lequel on a une fonction explicite de la résolution. La longueur n'est plus un nombre, c'est une fonction de la résolution, et je connais cette fonction. Effectivement, elle est divergente quand epsilon tend vers 0, mais j'ai un outil explicite sur lequel je peux faire du calcul différentiel. Je peux calculer dl sur d epsilon ou dl sur d log epsilon. On voit là très très clairement que c'est le logarithme de la résolution qui est la variable relevante dans ce cas-là. Alors on peut généraliser, voilà des courbes fractales de dimension fractale variable en fonction de l'espace. On peut faire des zooms. Bon, là, je n'ai pas les animations, mais j'ai mis des diapos qui montrent un petit peu ce que représentent ces animations. Ici, c'est une surface fractale qui est fabriquée par repliement d'une surface lacunaire, enfin d'un objet lacunaire. Donc vous voyez ici en bas l'aspect lacunaire, je le replie et je me retrouve avec une surface fractale qui donne un petit peu une idée de la complexité de cet objet et du fait qu'il y a un point vraiment important à comprendre ici, c'est que déjà, si on revient à l'article d'Einstein de 1907, dans lequel il introduit le principe d'équivalence, eh bien, il conclut son article en disant il y a de l'énergie de position. Voilà la grande intuition d'Einstein qui a conduit à la construction de la relativité générale. Et effectivement, en relativité générale, l'énergie potentielle gravitationnelle n'est rien d'autre que les manifestations de la courbure. Donc à l'intérieur de la courbure, au lieu de trouver de la platitude, vous retrouvez des nouvelles structures. Et encore des nouvelles structures, et encore des nouvelles structures. Qu'est-ce qui va se passer pour cette énergie potentielle géométrique? Eh bien, elle sera tout simplement mise en loi de puissance. Vous aurez une énergie à la puissance 10, à la puissance 10, à la puissance 10. Et donc ça, c'est vraiment l'idée fondamentale de la relativité d'échelle pour la compréhension de la mécanique quantique et des champs de jauge. Pour vous donner une idée, si je prends deux électrons l'un à côté de l'autre et que je regarde le rapport entre l'énergie électromagnétique entre ces deux électrons, le potentiel, et ou la force, si on dérive, et la force gravitationnelle, vous trouvez un facteur 10 puissance 44. Le monde ne pourrait pas tenir si le monde n'était pas neutre en moyenne, parce qu'on a ce rapport 10 puissance 44. Eh bien, qu'est-ce que c'est que ce rapport 10 puissance 44? C'est tout simplement le rapport entre l'échelle de Compton de l'électron et l'échelle de Planck au carré, parce qu'effectivement, c'est une constante de couplage. Et la théorie de la relativité d'échelle est arrivée à la conclusion que l'électron était un objet structuré en échelle sur précisément ces 10 puissance 22 niveaux successifs, et qu'on avait une espèce d'énergie de fractalité qui mettait ça en œuvre, d'où ces facteurs absolument monumentaux. Au niveau de l'ingénieur, ceci pourrait avoir dans le futur des conséquences vraiment importantes, parce qu'on peut vraiment imaginer de fabriquer des piles géométriques de stockage d'énergie dans la structure géométrique, par exemple des matériaux à mémoire de forme ou autre, et le dépliage, c'est dommage que je ne puisse pas vous montrer le film, parce qu'on voit vraiment comment l'objet se déplie, et comment on a une compactification d'énergie dans la structure même. Ici, voilà des exemples de surfaces fractales. C'est la même surface, mais vue à des échelles différentes. Donc ça met en œuvre ce que je vous disais sur vraiment la courbure dans la courbure dans la courbure. Et ici, vous avez la métrique. À quoi ressemble la métrique d'une surface comme celle-là? Vous voyez, elle est extrêmement complexe, mais en réalité, bien qu'apparaissant comme très très complexe, elle est parfaitement définie. Il y a une fonction pour ça. Et ici, ce que vous avez, c'est la courbure gaussienne d'une surface fractale. Courbure gaussienne vue à une échelle donnée. Ici, je ne sais pas si vous voyez les valeurs numériques, mais vous le portez à une autre échelle. Là, c'est 10 000, ça va passer à 100 000, 1 million, etc. Ça diverge. En gros, la courbure d'une surface fractale est formée de valeurs positives et négatives infinies. Si on passe à la limite, ce sera infini, positif, négatif. Et quel que soit un domaine que vous prenez, vous trouverez à nouveau à l'intérieur des infinis positifs et négatifs. Encore une fois, ça a l'air extrêmement complexe, mais c'est parfaitement définissable, on peut écrire l'équation. Alors, ceci mène, je vais rentrer un peu plus dans les détails, mais
je n'ai pas beaucoup de temps, donc je vais passer assez vite. Donc là, l'idée, c'est de faire un double calcul différentiel, le calcul différentiel ordinaire sur les changements de position dans l'espace, et associer un autre calcul différentiel sur les changements d'échelle. Donc on va écrire des équations différentielles d'échelle, ça c'est que la moitié, c'est-à-dire c'est seulement l'aspect d'échelle, mais évidemment ça va être couplé au déplacement dans l'espace. Et quand on écrit la plus simple des équations différentielles possibles et qu'on la résout, bien on obtient tout de suite un résultat très intéressant, puisqu'on obtient un résultat dans lequel on récupère la forme standard d'une courbe fractale, mais avec en plus une transition fractale non fractale. C'est-à-dire que ce que vous avez ici, c'est sur la gauche, vous avez une dépendance d'échelle, hein, c'est le logarithme de la longueur en fonction du logarithme de la résolution, et sur la droite, vous avez une fin de la dépendance d'échelle, c'est-à-dire que vous trouvez d'une manière générale que la solution de l'équation la plus simple que vous puissiez écrire va combiner une dépendance d'échelle aux grandes échelles, par exemple, et une indépendance d'échelle aux grandes échelles, et une dépendance d'échelle vers les petites échelles. C'est exactement ce qui se passe si vous mesurez la longueur d'une courbe sur un matériau donné. Aux grandes échelles, ça apparaîtra lisse, et puis quand vous commencerez à regarder aux petites échelles, vous apercevrez que vous devez rentrer dans les petits détails, vous avez des trous dans les trous, et votre longueur va devenir en fait une fonction. Sur la droite, c'est la variation de la dimension fractale qui montre une transition à une certaine échelle donnée, mais ça peut être généralisé très facilement. Si vous prenez une équation différentielle d'échelle du premier ordre avec un terme de droite un peu plus complexe, qui va jusqu'au deuxième ordre, vous avez des solutions à deux transitions. Donc ça, il y a beaucoup de systèmes, genre Côte de Bretagne, qui sont fractales sur une certaine gamme d'échelles, mais qui ne sont plus fractales au-delà ou avant d'une certaine échelle. Vous pouvez encore généraliser, alors ça c'est encore un autre domaine, qui est ce qu'on peut appeler la relativité d'échelle restreinte. Ce sont des lois qui, en logarithme de l'échelle, prennent la même forme que les lois de la relativité restreinte du mouvement. Et dans ce cadre-là, on voit apparaître une échelle limite invariante sous les dilatations, de la même manière qu'en relativité restreinte du mouvement apparaît une vitesse limite qui est invariante sous les changements de vitesse. Et on peut encore généraliser et fabriquer des lois d'échelle plus générales dans laquelle, au lieu d'avoir une dépendance linéaire en fonction de logarithme de la résolution, eh bien on se retrouve avec une dépendance quadratique. Ici, ce que vous avez à gauche maintenant, c'est la dépendance de la longueur, du log de la longueur en fonction du log de la résolution. Et à droite, vous avez la dimension fractale qui maintenant est variable. Donc vous voyez, là, on passe vraiment au-delà de la simple invariance d'échelle. On pourrait appeler ça de la covariance d'échelle. Il faut que vous sachiez, là, je n'aurai pas le temps d'en parler, mais que je travaille de plus en plus avec Philippe Martin, Max Fourier en géographie, et que la géographie est un domaine dans lequel, bon, d'une manière évidente, il y a de la dépendance d'échelle. Le mot échelle a même été fabriqué sur la base de la notion géographique. Et il y a eu des tentatives d'utiliser les fractales en géographie qui souvent ont échoué, et beaucoup de gens ont dit les fractales ne marchent pas. Mais pourquoi? Parce que quand on regarde plus en détail, on s'aperçoit que ce qui marche, c'est ça. C'est-à-dire, c'est d'avoir en fait systématiquement, non pas des fractales similaires, mais des fractales justement qui correspondent à ce qu'on peut appeler le fait d'avoir une force d'échelle ou une accélération d'échelle. Vous voyez, ça c'est l'équivalent pour les lois d'échelle de ce qu'est la dynamique newtonienne, c'est une métaphore, hein, au niveau du mouvement. Au niveau du mouvement, on voit bien que si on restait au niveau du mouvement inertiel galiléen, on ne pourrait pas aller bien loin, hein, il n'y aurait que des mouvements à vitesse rectilinéaire constante. C'est l'équivalent de l'invariance d'échelle. Eh bien, en passant à la dynamique, on se retrouve dans une situation où ça devient beaucoup plus de possibilités. Et en même temps, le résultat extraordinaire qu'on obtient en géographie, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller plus loin. C'est-à-dire que l'invariance, ça ne va pas être finalement la dimension fractale, ça va être la pente ici, vous voyez, de la variation de la dimension fractale en fonction de l'échelle. Et donc on a systématiquement ces dépendances de dimension fractale linéaire et des transitions entre fractales, non fractales, fractales self-similaires et fractales à dimension variable, etc. On peut aussi faire des choses comme ça. Vous voyez ici, vous avez un objet dont le logarithme de la longueur dépend de manière linéaire, et puis à un moment donné, il y a une espèce de transition où ça va très vite. Si vous regardez à droite, la dimension fractale, elle diverge. Ça, c'est des systèmes qui vont pouvoir décrire des systèmes à 3 niveaux. Pour la biologie, c'est vraiment important. Ça peut décrire, par exemple, des parois ou des membranes. Et puis, il y a le cas vraiment important des lois log périodiques, qui a été étudié par Didier Sornet en particulier. C'est le fait que quand on fabrique des fractales de type par des méthodes itératives, comme le fractal de Van Cork que je vous ai montré au début,
Eh bien, en fait, on n'a pas de self-similarité stricte continue. On a self-similarité que pour des valeurs discrètes du rapport. Et ça va se traduire par cette oscillation que vous voyez ici. Et quand vous mesurez, bon, j'ai pris un cas un peu fort là, mais vous voyez ici la variation de la dimension fractale, elle est log périodique au sens où ça va être périodique dans le logarithme de la variable. Alors, il ne me reste plus beaucoup de temps, donc je vais très rapidement rappeler comment, à partir de cette description des fractales, eh bien, on peut réobtenir et fonder les lois de la mécanique quantique. La méthode consiste à construire une dérivée covariante. En fait, ce qu'on va faire, c'est cet objet structuré en échelle, on va essayer de regarder ce qui se passe quand on le déplace. Et dans cette opération du déplacement d'un objet structuré en échelle, on s'aperçoit, je passe un peu sur les détails, qu'on peut construire une dérivée covariante qui va contenir dans l'opération de dérivation même les caractéristiques de la géométrie. Hein, là aussi, c'est calqué sur la méthode einsteinienne qui construit une dérivée covariante pour mettre en œuvre les effets de la courbure. Ici, c'est une dérivée covariante qui met en œuvre les effets de la fractalité. Quand on applique cette dérivée covariante à l'équation fondamentale de la dynamique newtonienne, donc vous voyez en haut, ce que vous avez, c'est vraiment l'équation de Newton. M dv sur dt égale moins gradient phi si je mets un potentiel extérieur. S'il n'y a pas de potentiel extérieur, c'est l'équation des géodésiques. C'est vraiment de dire, du point de vue du mouvement entraîné avec l'objet lui-même, je vais tout droit. C'est la loi de la dynamique, même pas de dynamique, si j'écris dv sur dt égale 0, c'est la loi de Galilée, du mouvement libre dépourvu de toute force. Si je rajoute une force extérieure, c'est la loi de Newton. Eh bien, cette loi de Newton, dans le cas où l'espace-temps est fractal, se transforme spontanément en l'équation de Schrödinger. C'est-à-dire qu'il n'y a plus cette séparation entre mécanique classique et mécanique quantique. Quand les conditions de fractalité ne sont pas là, c'est l'équation de Newton. Quand les conditions de fractalité sont là, c'est l'équation de Schrödinger. Et on a pu également démontrer l'équation de Pauli, de Dirac, de Klein-Gordon, c'est toutes les équations de la mécanique quantique qui sont obtenues comme manifestation de la fractalité de l'espace pour Schrödinger, de l'espace-temps pour Dirac. Alors, une des choses intéressantes qu'on peut obtenir comme ça, c'est qu'on peut obtenir les résultats de la mécanique quantique sans écrire l'équation de Schrödinger, simplement en simulant ces géodésiques fractales. Je vais rapidement, dans les 2 minutes qui me restent, 1 minute, donner des exemples d'applications. En planétologie, donc c'est un point important aussi à savoir, que depuis déjà une vingtaine d'années, cette théorie a pu être développée, et un grand nombre de prédictions a pu être faites complètement en aveugle avant même que les objets soient connus. Un exemple, c'est les exoplanètes. Au début des années 90, j'ai pu appliquer cette théorie à la formation du système solaire, à une description du disque protoplanétaire. Et le résultat, ça a été qu'on réobtient des pics de probabilité pour les différentes planètes du système solaire interne. Vous voyez ici Mercure, Vénus, la Terre, Mars. Pareil pour le système externe. Mais le point important, c'est qu'il y a eu des prédictions nouvelles qui apparaissent. C'est-à-dire que Mercure n'est pas la première planète du système solaire de ce point de vue-là, au niveau de la probabilité de présence de matière. Mais il faut recombiner ça ensuite avec la distribution du disque initial, évidemment. Et donc on prévoit un pic de probabilité à 0,04 unités astronomiques et un autre à 0,17. Et là, on a la même chose pour le système solaire externe, où on prévoit des objets à 55 unités astronomiques, 70 unités astronomiques. Voilà ici, ce qu'on connaît actuellement, c'est la ceinture de Kuiper, précisément, où on retrouve ce pic à 55 et ce pic à 70, qui sont validés avec une probabilité au niveau de 10-4. C'est un espèce de niveau fondamental pour les systèmes planétaires. Et donc là, on a une validation extrêmement forte de cette prédiction faite il y a une vingtaine d'années. Voilà ici les données 2008, voilà ici les données 2010, on ne les voit pas. Mais donc je reste sur ces données 2008, il faut peut-être que je m'arrête. Oui. Et donc, vous voyez qu'ici, il y a un grand nombre d'exoplanètes correspondant à cette position-là, et qu'on retrouve des exoplanètes sur les pics de probabilité correspondant à Mercure, Vénus, la Terre et Mars, les pics principaux de la ceinture d'astéroïdes. Et on a la même chose pour le système solaire externe. Voilà, bon, j'avais beaucoup d'autres applications à vous montrer, mais ce sera pour une autre fois. Merci.